Kharkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du lundi 30 janvier avec Jacques Beau, ex-membre des renseignements stratégiques suisses, qui a participé à de nombreux programmes pour l'OTAN en Ukraine entre 2014 et 2017. Il a notamment écrit Poutine, le maître du jeu et Opération Z aux éditions Max Milo. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Bonjour, et Jacques Beau vient de faire paraître Comment vaincre le terrorisme djihadiste. Mais là, nous allons parler effectivement de la situation, de cette situation qui ne fait que... Je ne sais pas si elle s'aggrave ou pas, justement, on en parlera avec Jacques Beau. Cette situation Russie-Ukraine, avec les bruits de bottes d'un côté, avec les uns qui disent mais ça y est, c'est fini, la guerre est finie, la Russie a gagné, les autres disent pas du tout. Si on arme comme il faut l'Ukraine, la Russie va être stoppée. Encore certains qui disent l'OTAN est prêt à s'engager. Vous avez vu ce général qui parlait de ça. Alors, Jacques Beau voudrait savoir, peut-être on va faire une espèce d'état des lieux. Au fond, les forces en présence, on sait très bien, l'OTAN, l'Amérique, l'Europe, chacune avec ses intérêts, ou en tout cas sa stratégie, et en fait l'Ukraine. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est-ce que la situation a évolué par rapport au quand vous étiez venu nous en parler? Alors oui, bien sûr, elle a évolué. Elle a surtout évolué dans la perception que nous avons du conflit. Et cette perception commence à changer. Et je pense que pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut revenir à une interview qui a fait pas beaucoup de bruit dans les médias francophones, mais qui en a fait beaucoup dans les médias anglo-saxons. C'est l'interview du commandant des forces ukrainiennes dans The Economist, le magazine The Economist, en décembre de cette année. Et là, il a expliqué que... Il y a 2 mois, enfin. Il y a un mois et demi. Oui. Et là, il a dit que l'armée ukrainienne était sur les genoux, littéralement, et qu'il était peu probable que l'armée ukrainienne soit capable de mener une vraie contre-offensive contre la Russie, et qu'il lui fallait impérativement avoir 300 chars, 600 véhicules de combat et 500 pièces d'artillerie. Et une semaine après, juste avant Noël, vous vous rappelez que Volodymyr Zelensky est allé à Washington avec finalement un peu cette liste de souhaits. Cette liste de Noël d'une certaine manière. Un shopping guerrier, quoi. Voilà. Et il y est allé d'ailleurs, et ça n'est pas anodin, avec un drapeau signé par des combattants de la région de Bakhmout, où il était allé juste quelques jours auparavant. Et ce qui est intéressant, et ce que tous les observateurs ont noté, c'est que Zelensky est revenu de Washington sans avoir de chars de combat. Ah oui, il n'y a pas eu d'accord. Non, et même les Américains lui ont dit à ce moment-là, on ne vous fournira pas de chars de combat Abrams. Il a reçu des patriotes, il a reçu des équipements, mais pas les chars de combat qui étaient considérés par les Ukrainiens un petit peu comme étant le noyau de ce qui était indispensable. Ouais. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale des besoins de l'armée ukrainienne. Et simultanément, si vous avez suivi ce qui s'est passé sur le terrain en Ukraine, eh bien c'est la chute de Soledar, c'est l'encerclement de Bakhmout, c'est l'offensive russe sur Zaporozhye, sur Vuhledar, et dans tous ces secteurs, l'Ukraine est en recul. Bakhmout, ça a été, et d'autres qui ont témoigné d'ailleurs sur cette chaîne, ont témoigné des pertes considérables qui était là-bas, oui, qui a été sur place et qui a vu l'état ou l'ampleur du désastre de cette bataille. Et là, il y a un événement aussi qui n'a pas été vraiment très bien compris dans les médias francophones, mais qui était mieux compris dans les médias anglo-saxons. C'est les démissions qu'il y a eu tout d'un coup dans le gouvernement ukrainien. On a vu ça, oui, ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde, et notamment une personnalité que j'avais déjà citée d'ailleurs, qui était Oleksiy Arestovitch, qui est le plus proche conseiller de Zelensky, qui a démissionné. Et
Là, je pense que les Occidentaux... On en sait plus là-dessus, Jacques Beau, les raisons, etc. Parce Alors justement, ça a été dit, voilà. Oui, on a parlé de corruption, on a parlé de chasse à la corruption, mais en réalité, on ne fait pas une chasse à la corruption quand vous êtes en difficulté dans le terrain. C'est pas le bon moment. Il fallait le faire soit avant, soit le faire après, mais pas à ce moment. Et d'ailleurs, l'Ukraine avait déjà fait ça en août de l'année passée. Après la chute de Severodonetsk, tout d'un coup, on a eu 650 personnalités qui ont été arrêtées en Ukraine, etc. Parce qu'on a eu le même phénomène. C'est-à-dire que tout d'un coup, en Ukraine, les personnalités des institutionnels ont commencé à avoir froid aux pieds, si on peut dire. Et puis, ils ont dit, maintenant, le vent tourne et il faut se retirer. Et ça a été la raison pour ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, les Occidentaux ont tout d'un coup... Parce que si on parle tout d'un coup des chars, les léopards que les Allemands ne voulaient pas libérer, qui voulaient tout d'abord pas donner eux-mêmes, ensuite ils ont dit on va autoriser les Polonais à le faire, les Polonais ont été d'accord de donner, puis maintenant, etc. Donc on a eu tout d'un coup ce déblocage, et je pense que c'est le mouvement à l'intérieur du gouvernement ukrainien qui a poussé les Occidentaux à se dire oui, là, si le front craque, et si la politique craque, tout s'effondre. Et c'est pour ça que, pour redonner confiance à l'establishment ukrainien, on a dit, bon, ok, on donne les chars. Et là, c'est pour ça que tout d'un coup, vous avez tout le monde qui est venu avec... Parce qu'en fait, on avait parlé des chars depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Mais c'est là que ça s'est débloqué, et c'est le déclencheur est certainement alors ça, oui, mais alors justement, est-ce que ça signifie quand même, encore une fois, en regardant ça froidement et sans prendre parti, est-ce que ça signifie que l'OTAN s'engage plus qu'auparavant, ou pas? Ou Alors, je n'aime pas trop dire que c'est l'OTAN qui s'engage, je préfère dire que ce sont les pays de l'OTAN qui s'engagent. Parce que l'OTAN, en tant qu'alliance, en tant qu'organisation, n'est pas réellement engagée sur ce terrain. Il y a certes M. Stoltenberg qui fait des déclarations, mais ça, il le fait en tant que responsable, si vous voulez, d'une organisation. Mais ça ne veut pas dire que l'OTAN, en tant que structure, en revanche, il y a des pays de l'OTAN, vous avez la Pologne, vous avez l'Allemagne, etc. etc. Oui, voilà. Je comprends. Et donc, ils sont tous de l'OTAN, quand même. Non, ils sont tous de l'OTAN, c'est sûr. Seulement, il faut faire attention, il y a un pas supplémentaire. L'OTAN, c'est l'article 5, c'est la menace nucléaire, c'est tout ça. Tant que ce sont des pays individuels, on est avec des pays qui n'ont pas de capacité nucléaire. Bon, vous allez me dire, la France en a, mais on sait que la France ne va pas utiliser son arme nucléaire, etc. Et donc, il faut bien faire la distinction. L'engagement de l'OTAN en tant qu'alliance serait, à mon avis, une vraie escalade. Mais pour l'instant, on a des pays de l'OTAN. Et je pense qu'il faut regarder les choses... Alors, est-ce que ces chars qui vont être livrés, je ne sais pas s'ils seront 100 ou 200, enfin, est-ce que ça peut jouer, étant donné le nombre de chars qu'a la Russie, est-ce que ça peut jouer militairement sur le conflit? Alors, vous savez, moi, j'ai commandé un bataillon de Léopard 2. Donc c'est l'équivalent d'un régiment organiquement en France, pas au niveau du nombre de chars, mais au niveau organique, c'est la même chose. Donc je sais qu'on arrive à former assez rapidement des équipages sur Léopard 2. Les chars modernes ont cet avantage qu'ils ont été conçus pour des apprentissages faciles et d'obtenir relativement facilement de bons résultats. Ça pose d'autres problèmes en matière de maintenance parce qu'il y a plus d'électronique, c'est plus sophistiqué, etc. Mais en termes de formation, on arrive à former. Et les Ukrainiens arriveront sans aucun doute à former de bons équipages de chars. Mais il y a deux problèmes. Le premier, il est fonctionnel, si vous voulez. Si vous regardez l'évolution des chars ces 30 dernières années, vous apercevez qu'il y a techniquement les chars en eux-mêmes n'ont pas beaucoup évolué. C'est grosso modo les mêmes canons, les mêmes munitions, les mêmes blindages, etc. En revanche, ce qui a changé, ce qui a évolué chez les Occidentaux notamment, enfin même chez les Russes, c'est la mise en réseau de ces armes. C'est-à-dire que ils sont liés par les drones notamment. Par les drones, ils sont liés à l'artillerie, ils sont liés à l'aviation. En fait, les armées occidentales ont des chars comme composantes d'un système plus vaste qu'on appelle armée. Or, quand vous amenez dans une force militaire des pièces rapportées comme un léopard, un
un Challenger, un Leclerc, un Leclerc, ou que sais-je, ou un AMX-10. Tous ces systèmes vont travailler de manière totalement indépendante, sans avoir la synergie qui leur donne leur vraie capacité opérationnelle. On ne peut pas leur fournir très vite cette synergie. Et ça, c'est pratiquement impossible dans les délais qu'il y a. Les Russes, eux, ont ce système, ils ont tous leurs armes. Et c'est pour ça que les Russes, malgré des forces inférieures à celles des Ukrainiens, ont eu des succès. Parce que chez eux, tout est intégré. L'infanterie, les chars, l'artillerie, c'est ce qu'on appelle le complexe reconnaissance frappe, Razvedatelno Udarny Complex, c'est le RUK dans le jargon russe, qui donne qui